Ce qu'il y a, quand on a été sous-estimé toute sa vie, c'est qu'on apprend à se taire. On apprend à observer. On apprend que parfois, le coup le plus puissant consiste simplement à regarder les gens révéler exactement qui ils sont. Je m'appelle Marcus Chin, j'ai 31 ans, et je suis la déception de la famille depuis aussi loin que je m'en souvienne. Tandis que ma sœur Jennifer gravissait les échelons de sa start-up technologique, accumulant les promotions et étalant son train de vie de cadre sur les réseaux sociaux, je me débattais prétendument dans divers emplois administratifs subalternes que ma famille comprenait à peine et respectait encore moins. Toujours à gratter du papier dans ce bureau ennuyeux. Demandait papa lors des réunions de famille, dissimulant mal sa déception. Marcus travaille pour une agence fédérale, expliquait maman aux proches avec un haussement d'épaule apologétique. Un truc dans la régulation bancaire. On ne comprend pas vraiment ce qu'il fait, ne manquait jamais d'ajouter Jennifer, 3 ans de plus que moi, soulignant le fossé qui nous séparait. Moi, je viens de boucler un contrat de 3 millions de dollars, annonçait-elle lors des déjeuners dominicaux. Pendant ce temps, Marcus classe probablement des dossiers pour son salaire de fonctionnaire à 60 000 dollars. La famille riait. Je souriais et changeais de sujet. Ce qu'ils ignoraient, ce que je ne pouvais pas leur dire en raison de la nature de mon travail, c'est que j'étais agent spécial principal au sein du FinCEN, Financial Crime Enforcement Network, une division du département du Trésor américain. Mon travail de bureau ennuyeux consistait à enquêter sur des fraudes financières complexes, des opérations de blanchiment d'argent et des réseaux d'usurpation d'identité brassant des centaines de millions de dollars. Mon habilitation de sécurité était plus élevée que ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. Mes dossiers avaient fait tomber des organisations criminelles internationales. Mes témoignages avaient envoyé des dizaines d'escrocs en prison fédérale. Mais je conduisais une modeste Honda, je vivais dans un petit appartement à Arlington et je portais des costumes de chez Macy's. Ce métier exigeait de la discrétion. La richesse ostentatoire attire l'attention, et l'attention compromet les enquêtes. Alors, je laissais ma famille croire que j'étais ce Marcus ennuyeux et raté, incapable de rivaliser avec la brillante Jennifer. C'était gérable, jusqu'à il y a environ 6 mois, lorsque le comportement de Jennifer a commencé à changer. Elle avait toujours été compétitive, mais sa cruauté avait pris une nouvelle tournure. Une certaine urgence. « Maman, ne prête pas d'argent à Marcus », avait-elle averti bruyamment au repas de Pâques. « Il est nul avec les finances. » « Il l'a toujours été. »« Tu te souviens quand tu n'as même pas pu obtenir cette carte de crédit ?» avait-elle ri à l'anniversaire de mon neveu. Certains d'entre nous sont simplement plus doués avec l'argent. J'avais remarqué d'autres détails. Jennifer s'était offert un nouveau SUV de luxe. Des sacs de créateurs apparaissaient régulièrement sur son Instagram. Elle parlait d'élargir son portefeuille d'investissement et de diversifier ses actifs. Pour quelqu'un qui se plaignait de ses prêts étudiants 1 an plus tôt, elle semblait avoir bénéficié d'une importante rentrée d'argent. Mais j'étais plongé dans une enquête majeure, une chaîne de Ponzi basée sur des crypto-monnaies touchant des milliers de victimes et je n'avais pas la disponibilité mentale pour analyser les finances de ma sœur. Je supposais qu'elle avait eu une promotion ou un bonus. J'aurais dû être plus attentif. Le SMS est arrivé un mardi après-midi, alors que j'étais en briefing sur un réseau d'usurpation d'identité multi-États que nous traquions depuis 8 mois. Maman, dîner de famille ce dimanche. Ton père a une annonce à faire. Sois là. J'ai failli annuler. Les dimanches étaient mon seul jour de repos, et les passer à endurer les commentaires de Jennifer sur ma carrière ratée n'était pas exactement relaxant. Mais les annonces de papa étaient généralement importantes. Retraite, santé, décision familiale majeure. J'ai répondu, je serai là. Le dîner du dimanche chez mes parents à Bethesda était la même production élaborée qu'à l'accoutumée. La table de la salle à manger pouvait asseoir 12 personnes, et maman en utilisait chaque centimètre. La belle vaisselle, les verres en cristal, les serviettes en lin. Jennifer est arrivée dans son nouveau SUV Mercedes, un GL 450 que j'estimais autour de 75 000 dollars, portant ce qui ressemblait à un trench Burberry. Elle a embrassé maman en l'air et a immédiatement commencé à parler de sa dernière victoire commerciale. Le conseil a approuvé ma proposition, annonça-t-elle en se servant du vin. Je dirige pratiquement toutes les opérations de la côte et maintenant. C'est merveilleux, chérie, rayonna maman. Marcus, tu as entendu? Ta sœur dirige toute la côte est. Félicitations, dis-je en prenant ma place habituelle au bout de la table. Papa s'éclaircit la voix. Avant de manger, je veux partager une nouvelle.
Votre mère et moi avons décidé de mettre à jour notre succession. Le regard de Jennifer s'aiguisa instantanément. Nous vieillissons, poursuivit papa, et nous voulons nous assurer que tout est bien organisé. Nous travaillons avec notre avocat pour restructurer nos actifs, mettre en place des fiducies, assurer que tout soit équitable. L'équité est importante, intervint rapidement Jennifer, bien qu'évidemment, les contributions de chacun devraient être prises en compte. Certains d'entre nous ont mieux réussi que d'autres. La remarque resta en suspens dans l'air. Je ne dis rien. Nous partageons tout à parts égales, dit fermement maman. Mais il y a des considérations financières dont nous devons discuter. Frais médicaux, assurance dépendance, ce genre de choses. Le dîner suivit sa dynamique habituelle. Jennifer dominait la conversation avec ses histoires d'entreprise, ses contrats, ses décisions exécutives. Mon oncle posait des questions polies. Ma tante émettait des sons impressionnés. Je mangeais en silence, répondais quand on m'adressait la parole, et pensais à l'affaire de crypto-monnaie. Nous étions proches des arrestations. Puis, alors que maman servait le dessert, le téléphone de Jennifer vibra. Elle y jeta un coup d'œil, sourit et me regarda droit dans les yeux. En fait, dit-elle, la voix dégoulinante de satisfaction, en parlant de réussite financière et de responsabilité, j'ai quelque chose à partager. La table se tut. Marcus, poursuivit-elle, je veux te remercier d'être une telle inspiration. Je levai les yeux. Son sourire était prédateur. Tu m'as inspiré à prendre le contrôle de mes finances, à faire des choix audacieux, à ne rien laisser me retenir. Elle fit une pause théâtrale. Alors j'ai utilisé ton identité pour obtenir un prêt personnel de 85 000 $. L'approbation est tombée le mois dernier. Les mots ne s'imprimèrent pas immédiatement. Je la fixai. Quoi? Dis-je doucement. Un prêt de 85 000 $, répéta TL, s'amusant clairement de la situation. À ton nom. Ton crédit était en fait meilleur que je ne le pensais. Toutes ces années à vivre comme un fonctionnaire ennuyeux ont payé. La banque l'a approuvé immédiatement. Jennifer. Dit papa lentement. De quoi parles-tu? Oh, ne vous inquiétez pas, fit-elle d'un geste dédaigneux. Je fais les paiements. Enfin, la plupart d'entre eux. Marcus ne remarquera rien. Ce n'est pas comme s'il vérifiait ses rapports de solvabilité. Elle ria. Il ne sait probablement même pas comment faire. Ma tante halta. Mon oncle avait l'air confus. Tu as commis une usurpation d'identité. Je parlais d'une voix parfaitement calme. Tu as obtenu frauduleusement un prêt en utilisant mes informations personnelles. C'est une usurpation d'identité. Jennifer ria plus fort. Ce n'est pas du vol quand c'est la famille. J'avais besoin de capital pour une opportunité d'investissement. Et ton crédit restait là, à ne rien faire. Je te rends service, en fait, je construis ton historique de crédit. C'est illégal, dis-je. Et qu'est-ce que tu vas faire? Elle se pencha en arrière sur sa chaise, suprêmement confiante. Dénoncer ta propre sœur? M'emmener au tribunal? Tu ne peux même pas te payer un avocat avec ton salaire de fonctionnaire. Maman rit nerveusement. Marcus ne peut pas se permettre des frais juridiques. Jennifer, chérie, peut-être aurais-tu dû demander d'abord. Mais s'il avait dit non? L'interrompit Jennifer. L'opportunité serait passée. C'est ce que font les gens qui réussissent, Marcus. Nous faisons des coups d'éclat. Nous n'attendons pas la permission. Tu as imité ma signature, dis-je, toujours calme. Tu as falsifié des documents de prêt. Tu as commis une fraude bancaire fédérale. Fraude bancaire fédérale, se moqua Jennifer. Écoutez-le avec ces grands mots du gouvernement. C'est une affaire de famille. Et franchement, je contribue plus au succès de cette famille que tu ne l'as jamais fait. Considère ça comme un prêt familial que j'ai pris l'initiative d'organiser. Sans son consentement, dit doucement mon oncle. Jennifer, c'est intelligent, le coupa TL. C'est ingénieux. C'est ce que font les gagnants. Elle me regarda. Qu'est-ce que tu vas faire, Marcus? Pleurer auprès de maman et papa? Ils ne t'aideront pas à porter plainte. Il te faudrait prouver que je l'ai fait. Et j'ai été très prudente. Elle sortit son téléphone et montra une capture d'écran à la table.
Regardez, le prêt est au nom de Marcus. Mais les fonds sont allés sur mon compte d'investissement, totalement traçable pour des besoins commerciaux légitimes. J'ai même des documents montrant que Marcus a accepté de se porter co-signataire. Elle sourit. Des documents avec une signature qui correspond parfaitement à la sienne. Tu as falsifié des documents gouvernementaux, dis-je doucement. J'ai créé une opportunité, corrigea-t-elle. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Tu as passé toute ta vie à jouer la sécurité, à suivre les règles, à rester petit. Moi, je prends des risques. Je fais bouger les choses. Et oui, parfois ça signifie être créatif avec les ressources. Papa était pâle. Jennifer, si tu avais besoin d'argent. Je n'avais pas besoin de charité, claqua-t-elle. J'avais besoin de capital. Et le crédit de Marcus était disponible. Ce n'est pas comme s'il l'utilisait pour quelque chose d'important. Elle se tourna vers moi. C'était quand la dernière fois que tu as vérifié ton score de crédit? Sais-tu seulement comment accéder à ton rapport? La vérité, c'est que je vérifiais mes rapports de crédit chaque semaine. Une partie de mon travail consistait à comprendre comment opéraient les voleurs d'identité, ce qui impliquait de surveiller mes propres informations de manière obsessionnelle. J'avais vu la demande de la banque de Jennifer il y a 3 semaines. J'avais vu l'approbation du prêt. J'avais observé toute la fraude se dérouler en temps réel. Et j'avais monté un dossier. Qu'est-ce que tu peux y faire? Insista Jennifer. Sérieusement, Marcus, tu ne peux pas te payer d'avocat. Tu ne peux rien prouver. Et même si tu le pouvais, vas-tu vraiment envoyer ta propre sœur au tribunal pour un prêt qu'elle rembourse? Une partie des paiements, corrigeai-je calmement. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu as dit que tu faisais la plupart des paiements, ce qui signifie que tu en as déjà manqué certains. La banque a envoyé 3 avis de retard de paiement à mon adresse. Je les ai tous. Sa confiance vacilla. Tu bluffes. Le premier paiement manqué remonte à 6 semaines. Le deuxième à 3 semaines. Le troisième est arrivé hier. Je gardais ma voix égale. Chaque paiement manqué endommage mon score de crédit. Chacun crée une trace écrite de fraude. Ce n'est pas une fraude, insista-t-elle, mais l'incertitude s'insinuait dans sa voix. Qu'est-ce que je peux y faire? Je répétais sa question. C'est une formulation intéressante. Je sortis mon téléphone. La table me regarda taper un bref message. Lancer enquête pour fraude. Cible confirmée. Localisation, 4821 Brookside Drive, Bethesda, Maryland. Multiples témoins présents. Le sujet a avoué une fraude bancaire fédérale, une usurpation d'identité et un faux en écriture. J'appuyai sur envoyer. À qui écris-tu? Exigea Jennifer. À mon équipe, dis-je simplement. Ton équipe? Elle ria, mais le rire sonnait faux. Tes collègues de bureau ennuyeux? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Déposer une plainte? Pas exactement, dis-je. Mon téléphone vibra. Réponse de la directrice adjointe Karen Martinez. Unité en route. 8 minutes. Autorisation d'enregistrement confirmée. Marcus, dit maman nerveusement. Qu'est-ce qui se passe? Je dois te lire tes droits, Jennifer, dis-je calmement. Elle me fixa. Mes droits? Vous avez le droit de garder le silence, commençai-je. Arrête ça. Cria-t-elle. Ce n'est pas drôle. Tout ce que vous direz pourra être et sera retenu contre vous devant un tribunal. Marcus, arrête de jouer. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens de vous en offrir un avocat vous sera commis d'office. Je n'ai pas besoin d'un putain d'avocat. Hurla Jennifer. Tu n'es pas flic. Tu as raison, dis-je. Je ne suis pas officier de police. Je plongeai la main dans ma veste et sortis mes références. Un signe fédéral d'un côté, identification de l'autre. Je suis l'agent spécial principal Marcus Chin, du FinCEN, département du Trésor des États-Unis. Je suis spécialisé dans les enquêtes sur la fraude bancaire, le vol d'identité et les crimes financiers. La pièce devint totalement silencieuse. Le visage de Jennifer se vida de toutes couleurs. Ce n'est pas tu à un travail de bureau. J'enquête sur des fraudes financières complexes, poursuivis-je.
Ma charge de travail actuelle inclut un réseau d'usurpation d'identité multi-États, une chaîne de Ponzi en crypto-monnaie, et depuis 3 semaines, une affaire personnelle impliquant ma propre identité volée. Papa se leva lentement. Marcus. Tu es un agent fédéral? Depuis 7 ans, confirmai-je. Je ne pouvais pas vous le dire en raison de la nature sensible de mes enquêtes. Mon poste exige de la discrétion. Mais tu as dit. Nous pensions. Bafouilla maman. Vous pensiez que j'étais un petit fonctionnaire de bas niveau, finis-je. Ce qui était plus sûr pour tout le monde. La richesse attire l'attention. L'attention compromet les enquêtes. Alors j'ai vécu modestement et je vous ai laissé croire que j'avais échoué. Jennifer tremblait. Tu ne peux pas m'arrêter. Je suis ta sœur. C'est exactement pour ça que je peux t'arrêter, dis-je. Tu as commis des crimes fédéraux. Tu as volé mon identité. Tu as fraudé une institution bancaire assurée par le gouvernement fédéral. Tu as falsifié des documents. Et tu as fait tout cela en sachant que je travaille pour le gouvernement, ce qui ajoute des charges supplémentaires. Je ne savais pas que tu étais. Tu savais que je travaillais pour une agence fédérale, l'interrompis-je. Tu as utilisé cette information pour supposer que j'étais impuissant. Tu as mal supposé. Dehors, j'entendis des véhicules approcher. Plusieurs véhicules. Marcus, s'il te plaît. La voix de Jennifer se brisa. Je rembourserai. J'annulerai le prêt. On peut arranger ça. Tu as manqué 3 paiements, dis-je. La banque l'a déjà signalé au bureau de crédit. Le mal est fait. Et plus important encore, tu as commis des crimes fédéraux. Ça ne disparaît pas parce que nous sommes de la même famille. Mais je suis ta sœur. Ce qui rend la chose pire, dis-je doucement. Tu as ciblé un agent fédéral. Tu as utilisé ton accès familial pour commettre une fraude. Ce sont des circonstances aggravantes, pas des excuses. La sonnette retentit. Papa marcha vers la porte, hagard, et ouvrit. 6 agents du FBI se tenaient sur le porche, menés par la directrice adjointe Martinez elle-même. Elle était dans la cinquantaine, le regard perçant, portant un coupe-vent avec FBI en grandes lettres jaunes. Agent Chin, me salua-t-elle d'un signe de tête. Sujet présent? Assise à la table, confirmai-je. Ses droits lui ont été notifiés. Elle a fait de multiples déclarations incriminantes devant témoins. Jennifer se leva, paniquée. C'est de la folie. Marcus, dis-leur que c'est une erreur. Jennifer Marie Chin, déclara formellement la directrice Martinez, vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire fédérale, usurpation d'identité, faux et usage de faux, et fraude électronique. Vous avez le droit de garder le silence. Je connais mes putains de droits. Hurla Jennifer. Marcus, fais quelque chose. Je fais quelque chose, dis-je calmement. Je poursuis une affaire fédérale. 2 agents s'avancèrent pour menotter Jennifer. Elle se débattit, hurlant à propos de la loyauté familiale, de la trahison et de la façon dont je ruinais sa vie. Agent Chin, dit Martinez doucement, nous aurons besoin des dépositions de toutes les personnes présentes. Votre famille a été témoin des aveux. Multiples aveux, confirmai-je. Elle a détaillé toute la fraude, admis avoir falsifié des documents et reconnu les paiements manqués. Maman pleurait. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Mon oncle prit la parole, la voix stable. J'ai tout entendu. Elle a avoué le vol d'identité et la fraude. Elle s'en vantait. Pareil, ajouta ma tante. Elle semblait fière de ce qu'elle avait fait. Martinez hocha la tête. Nous aurons besoin de ces déclarations officiellement. Et agent Chin, étant donné la nature personnelle de cette affaire, vous allez devoir vous récuser de l'enquête. Bien reçu, dis-je. J'ai tout documenté. Le dossier est prêt pour le transfert. Jennifer hurlait encore alors qu'il l'emmenait dehors. Tu es censé me protéger. Tu es mon frère. Comment peux-tu faire ça à ta famille? Tu t'es fait ça toute seule, dis-je doucement. Je n'ai fait que le documenter. Les véhicules du FBI s'éloignèrent, Jennifer visible à l'arrière de l'un d'eux, criant toujours. Les voisins étaient sortis. Quelqu'un filmait. À l'intérieur, mes parents étaient assis dans un silence stupéfait. Marcus, finit par dire maman,
depuis combien de temps es-tu agent fédéral? 7 ans, répétai-je. Depuis mes 24 ans. J'ai été recruté pendant l'université par le département du Trésor. Il voulait quelqu'un avec mon profil en analyse financière et mes compétences linguistiques. Compétences linguistiques, demanda papa faiblement. Je parle couramment mandarin, japonais et coréen, dis-je. Utile pour les crimes financiers internationaux. Vous saviez que j'étudiais les langues, vous ne saviez juste pas pourquoi. Nous pensions que c'était un hobby, chuchota maman. C'était un entraînement, corrigeai-je, pour des enquêtes complexes impliquant des réseaux de fraude internationaux. Mais tu vis dans ce petit appartement, dit papa. Tu conduis cette vieille voiture. Une partie de ma couverture, expliquai-je. Les agents fédéraux qui enquêtent sur les crimes financiers ne peuvent pas paraître riches. Cela compromet notre capacité à travailler sous couverture, à nous fondre dans la masse, à être sous-estimés. Je marquai une pause. Être sous-estimé est en réalité un avantage significatif dans mon travail. Jennifer a dit que tu ne pouvais pas te payer d'avocat, dit maman. J'ai un département juridique entier à ma disposition, dis-je. Le bureau du procureur des États-Unis gère mes affaires. J'ai aussi des contacts avec le FBI, le Secret Service, les enquêtes criminelles de l'IRS et la sécurité intérieure. Je regardais mes parents. Je ne pouvais pas me payer d'avocat parce que je n'en ai pas besoin. Je travaille avec les gens qui poursuivent les avocats. Mon oncle parla avec précaution. Marcus, qu'est-ce qui se passe maintenant? Jennifer va être fichée au bureau du FBI, dis-je. Elle sera formellement inculpée de multiples crimes fédéraux. Étant donné le montant, 85 000 $, et la nature inter-État de la fraude, elle risque une peine de prison fédérale significative. Prison. Alta maman. Les barèmes fédéraux pour le vol d'identité et la fraude bancaire sont stricts, expliquai-je. Elle risque probablement 5 à 7 ans minimum, peut-être plus étant donné les facteurs aggravants. Quels facteurs aggravants? Elle a ciblé un agent fédéral. Elle a utilisé son accès familial pour commettre le crime. Elle n'a montré aucun remords, en fait elle s'en est vantée. Elle a tenté de justifier un comportement criminel. Et elle est déjà en défaut de paiement, ce qui démontre l'intention de frauder. Papa mit sa tête dans ses mains. Peux-tu l'aider? Non, dis-je simplement. Je ne peux pas interférer dans une enquête fédérale. Et honnêtement, je ne le ferai pas. Elle a commis des crimes graves. Elle doit en affronter les conséquences. Mais c'est ta sœur, supplia maman. Ce qui rend la chose pire, répétai-je. Elle a exploité la confiance familiale. Elle m'a délibérément ciblé parce qu'elle pensait que j'étais impuissant. Ce n'est pas une erreur, c'est un comportement prédateur calculé. Mon téléphone vibra. Texto de Martinez. Le sujet a pris un avocat. Demande de perquisition des effets personnels. Besoin du consentement de la famille ou mandat. Je regardais mes parents. Le FBI veut fouiller la chambre de Jennifer ici. Ils peuvent obtenir un mandat où vous pouvez consentir. Que cherche-t-il? Demanda papa. Des preuves d'autres fraudes, dis-je. Si elle m'a fait ça, elle l'a probablement fait à d'autres. Ils chercheront des documents, des relevés de compte, les informations personnelles d'autres gens. Maman hocha lentement la tête. Fouillez-la. 20 minutes plus tard, 2 agents du FBI photographiaient la chambre d'enfance de Jennifer. Ils trouvèrent une boîte à dossiers verrouillée dans son placard. Agent Chin, appela l'un d'eux. Vous devez voir ça. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des relevés de cartes de crédit sous de multiples noms. Des demandes de prêt. Des copies de permis de conduire et de cartes de sécurité sociale. Ce sont les infos de papa, dis-je doucement en montrant un dossier. Et celle de maman. Mon oncle blêmit. Elle a volé mon identité aussi? L'agent mit tout sous scellé avec précaution. Nous allons devoir notifier ses victimes et ouvrir des enquêtes supplémentaires. Combien de personnes? Demanda papa faiblement. Au moins 6 d'après ce qu'on voit ici, dit l'agent. Ça pourrait être plus. Maman pleurait plus fort maintenant. Notre propre fille. Votre fille est une usurpatrice d'identité en série, dis-je doucement. Elle gère une opération de fraude ciblant sa propre famille. Elle m'a choisi en premier parce qu'elle pensait que je ne pouvais pas riposter. Mais son travail, dit papa. Son entreprise, son succès.
probablement acheté avec de l'argent volé, dis-je. Ils vont auditer ses finances. Si elle a vécu au-dessus de ses moyens, ils traceront chaque dollar. Mon téléphone sonna. Martinez. Agent Chin, le sujet demande à vous parler. Elle dit qu'elle veut passer un accord. Pas d'accord, dis-je immédiatement. Elle a avoué des crimes fédéraux devant témoins. Elle n'a montré aucun remords. Elle a ciblé un agent fédéral et plusieurs membres de sa famille. Il n'y a rien à négocier. Bien reçu. Son avocat insiste, mais nous avons des preuves solides. Les documents de prêt prouvent le faux à eux seuls. Combiné à ses aveux enregistrés et aux preuves de sa résidence, c'est du béton. Calendrier pour les inculpations? Le procureur veut aller vite. Inculpation formelle d'ici mercredi. Comparution d'ici vendredi. Vu les preuves, il ne propose pas de caution. C'est une fraudeuse en série avec accès à des connaissances financières sophistiquées. Risque de fuite. Je raccrochai et regardai mes parents. Jennifer sera formellement inculpée mercredi. Elle n'aura pas de libération sous caution. Elle sera en prison jusqu'au procès? Chuchota maman. En centre de détention fédérale, corrigeai-je. Eh oui. Papa se leva lentement. Marcus, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu attendu? Tu as dit que tu savais il y a 3 semaines. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté tout de suite? J'avais besoin de preuves, dis-je. Les affaires d'usurpation d'identité exigent la preuve de l'intention. Je devais démontrer qu'elle commettait sciemment une fraude. Tu enquêtais sur ta propre sœur, dit-il. Je faisais mon travail, corrigeai-je. Quand j'ai vu la demande de prêt, j'ai ouvert un dossier. J'ai attendu qu'elle agisse, qu'elle rate des paiements, qu'elle fasse des déclarations compromettantes. Tu l'as laissé continuer à voler, dit mon oncle Ray doucement. Je l'ai laissé finir de construire son propre dossier, dis-je. Chaque paiement manqué, chaque faux document ajouté aux charges. Si je l'avais arrêtée immédiatement, elle aurait pu prétendre à une erreur. En attendant, je l'ai laissé prouver que c'était une fraude délibérée et continue. C'est froid, dit ma tante. C'est la procédure pénale, répondis-je. Les émotions ne condamnent pas les criminels. Les preuves, si. Mon téléphone vibra avec un autre message. L'équipe de comptabilité forensique. L'audit initial montre 340 000 $ de prêts frauduleux et cartes de crédit sur 6 victimes. Revenu légitime du sujet, 95 000 $ annuels. Dépenses de train de vie, plus de 180 000 $. Écart financé entièrement par la fraude. Je montrai le message à mes parents. Elle a vécu un mensonge total, dit maman doucement. La voiture de luxe, les vêtements de créateur, tous à voler, tous à emprunter sur l'identité d'autres personnes, confirmai-je. Depuis combien de temps, demanda papa. Probablement 2 à 3 ans. C'est là que ses habitudes de dépenses ont changé radicalement. Et nous n'avons jamais rien remarqué, chuchota maman. Elle était prudente, dis-je. Elle ciblait des membres de la famille dont elle pensait qu'ils ne vérifieraient pas leurs comptes. Elle gardait les montants sous les seuils qui déclenchent des enquêtes automatiques. C'était une fraude sophistiquée. Mais elle s'est fait prendre, dit l'oncle Ray. Parce qu'elle est devenue trop gourmande, dis-je, et parce qu'elle a ciblé quelqu'un qui comprenait réellement les crimes financiers. Je regardais mes parents. Je suis désolé que ça soit arrivé. Je suis désolé que votre fille aille en prison fédérale. Mais elle a fait des choix. Elle a blessé des gens. Des gens, demanda papa. Qui d'autre? La banque a perdu de l'argent. D'autres victimes passeront des années à nettoyer leur crédit. Le système financier lui-même est endommagé par la fraude. Ce ne sont pas des crimes sans victimes. Les agents du FBI finirent leur fouille et partirent avec des cartons de preuves. Ma famille resta assise dans les débris du dîner, le dessert à peine touché. Mon téléphone sonna à nouveau. Un numéro inconnu. Agent Chin. Ici maître David Morrison, représentant Jennifer Chin. Ma cliente souhaiterait vous parler d'une possible résolution. Il n'y a rien à résoudre, dis-je. Votre cliente a avoué de multiples crimes fédéraux devant 6 témoins. Elle est poursuivie. C'est votre sœur, dit-il. Sûrement y a-t-il de la place pour une considération familiale. Je suis un agent fédéral, coupai-je.
La considération familiale ne s'applique pas aux poursuites pénales. Elle est prête à payer des restitutions. Cela n'élimine pas les charges fédérales. Fraude bancaire, vol d'identité. Ce sont des infractions poursuivables indépendamment de la restitution. Nous pouvons plaider le malentendu familial. Nous avons des aveux enregistrés, dis-je sèchement. Votre cliente s'est vantée de commettre une fraude. Maître Morrison, votre cliente risque 5 à 7 ans minimum. C'est la réalité. Je vous suggère de la préparer à cela au lieu de perdre du temps sur des négociations qui n'auront pas lieu. Je raccrochai. Papa me fixait. Tu ne vas vraiment pas l'aider. Je ne vais vraiment pas compromettre une enquête fédérale, dis-je. Voudrais-tu que des agents fédéraux ignorent des crimes parce qu'ils connaissent le criminel? Il ne répondit pas. Jennifer a fait des choix. Elle a choisi de voler. Elle a choisi de cibler sa propre famille parce qu'elle pensait que nous étions des proies faciles. Elle a mal choisi. La soirée se termina avec des cartes de visite du FBI, des numéros d'assistance aux victimes et le sentiment creux d'une famille fracturée au-delà de toute réparation. Alors que je rentrais chez moi dans mon modeste appartement, mon téléphone vibrait de mise à jour. Les charges formelles contre Jennifer. L'inventaire des preuves. C'était un dossier solide. En béton armé. Elle avait construit sa propre prison avec chaque transaction frauduleuse. 3 jours plus tard, Jennifer Chin fut formellement inculpée de 14 chefs d'accusation. Le procureur ne demanda pas de caution. Le juge accepta. Le procès dura 2 semaines. Les preuves étaient accablantes. Elle fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. La condamnation tomba 3 mois plus tard. Jennifer Marie Chin, dit le juge, le visage sévère. Vous avez ciblé les membres de votre propre famille. Vous n'avez montré aucun remords. Jennifer se tenait debout en combinaison orange, sa coupe de cheveux coûteuse désormais hirsute. Cette cour vous condamne à 8 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de liberté surveillée. Vous paierez également des restitutions totalisant 340 000 $ à vos victimes, et tous les actifs achetés avec des fonds frauduleux seront saisis et liquidés. Maman sanglotait dans la galerie. Papa restait de marbre. J'étais assis au fond, regardant la justice s'appliquer exactement comme elle le devait. 8 ans. Jennifer aurait 39 ans à sa sortie. Sa carrière détruite. Sa réputation ruinée. Sa liberté envolée. Tout ça parce qu'elle pensait que son frère ennuyeux et raté ne pouvait pas se défendre. En quittant le tribunal, mon téléphone vibra. Message de la directrice adjointe Martinez. Excellent travail sur l'affaire Chin. Votre documentation était impeccable. Le procureur a été impressionné. Cela se reflétera bien dans votre évaluation de performance. Je répondis, je ne faisais que mon travail. Parce que c'était ça. Pas une vengeance. Pas un drame familial. Juste un agent fédéral enquêtant sur des crimes financiers et protégeant les victimes. Même quand la criminelle était ma sœur. Surtout quand la criminelle était ma sœur.